Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Hello baladeurs, baladeuses, bonjour, merci d'être au 12e rendez-vous de la semaine. Le Togo fait face à ses premiers cas confirmés de Mpox, une maladie virale également connue sous le nom de variole du singe. Nous en parlons ce matin avec Dr Midopo, directeur préfectoral du Golfe, qui est notre invité de ce jour. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être au rendez-vous matinal. Merci beaucoup. Et je suis également sur ce plateau avec Délivrance Tché, ma chroniqueuse attitrée. Bonjour Miss. Bonjour Joanita, bonjour à nos auditeurs. Ça va? Ça va. Bien réveillé? Oui. Alors, avant de commencer par parler du Mpox, permettez que je vous installe confortablement, chers auditeurs. Charlotte Dipanda, à l'instant pour vous installer confortablement dans la balade matinale. Et maintenant que nous sommes installés, on va commencer avec la chronique de délivrance qui nous parle ce matin de mal de dos. On le sait tous, tout le monde, une fois, a souffert de mal de dos. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes exactement pour soigner ou soulager le mal de dos, délivrance? Absolument Joanita. Aujourd'hui, je vous parle d'un véritable fléau moderne, le mal de dos. Et oui, nos habitudes actuelles plus sédentaires, plus connectées, ont des conséquences directes sur notre dos. On passe des heures assis, souvent mal installés, devant un écran, sans même s'en rendre compte. Résultat, douleur, raideur, tension. Mais rassurez-vous, il existe des solutions simples pour soulager ces maux au quotidien. Je vais partager 2 conseils pour prendre soin de votre dos. Premier conseil, corrigez votre posture. C'est la base. Beaucoup de douleurs viennent tout simplement du fait qu'on se tient souvent devant l'ordinateur. On s'avachit, bon, comme moi là un peu, je me redresse, on s'avachit, on croise les jambes, on penche la tête, bref, le corps trinque. Alors essayez de vous redresser, gardez le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol et la tête alignée avec la colonne, pas penchée comme ceci, pas comme moi. C'est un petit effort, mais il fait une grande différence. Autre chose, bougez. On croit souvent que lorsqu'on a mal au dos, il faut se reposer. Eh bien, c'est une erreur. L'inactivité est l'ennemi numéro 1 du dos. Ennemi numéro 1. Nos muscles profonds, ceux qui maintiennent la posture, ont besoin d'être sollicités pour rester toniques. Sinon, ils s'affaissent et les douleurs reviennent. Alors, pratiquez une activité physique régulière. Tenez, la natation, par exemple, est idéale pour renforcer le dos tout en douceur. Et si vous n'avez pas accès à une piscine, marchez, étirez-vous, levez-vous régulièrement. L'essentiel, c'est de ne pas rester immobile trop longtemps. Enfin, un dernier rappel, si vous travaillez sur un ordinateur, pensez à faire des pauses. Encore une fois, étirez-vous. Changez de position, votre dos vous en sera reconnaissant. Voilà, c'est un petit moment bien-être du jour. Prenez soin de vous et surtout de votre dos. Ah oui, c'est très très important. Parfois on le fait même sans le savoir. Absolument. Mais après le soir on en souffre énormément. Oui. Heureusement nous avons un docteur avec nous ce matin. Est-ce que ce qu'elle a dit c'est l'idéal pour pouvoir soulager le mal de dos? Tout à fait, tout à fait. Et puis, l'inactivité physique, la sédentarité concourt à beaucoup de choses. Les maladies non transmissibles, vous savez, avec l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres maladies, même la thrombophlébite, c'est-à-dire que les caillots qu'on peut trouver dans les veines, si on manque d'activité physique ou bien on s'assoit longtemps sans se lever, ça favorise vraiment la survenue de ces Mais c'est ce que nous vivons dans nos bureaux. On est assis de 7h, c'est à midi qu'on se lève peut-être pour aller déjeuner, on revient à 14h, c'est parti encore pour 17h. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Se lever de temps en temps au bureau? Est-ce que c'est possible? C'est ce qui est conseillé. C'est ce qui est conseillé. Pour certains, c'est pas évident. C'est ce qui est conseillé, c'est l'idéal. C'est vrai que éperdument, on travaille et on s'oublie, mais ce qui est conseillé, c'est que par moment, il faut se lever, dégourdir un peu les jambes, comme on le dit, et puis revenir. Avant de revenir ce soir. Voilà, merci beaucoup, docteur. Alors, venons-en au sujet qui nous... Merci également à toi, Délivrance. Alors, revenons au sujet qui nous intéresse ce matin. Il s'agit donc du Mpox. Quelle lutte contre le virus Mpox au Togo? C'est le sujet de ce matin. Alors, docteur Midopo, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le virus Mpox? Merci, madame. Mpox, comme vous le
vous l'attendez. M, c'est comme monkey, en anglais, le singe. Et puis pox, le nom du virus. Autrement, c'est une maladie virale causée par le poxvirus ou le octopoxvirus et qui a été identifiée pour la première fois chez le singe, d'où le nom de Mpox. Maintenant, la terminologie a évolué. Nous parlons aujourd'hui de la variole simienne pour être simple. Et c'est une maladie virale. Une zoonose. Zoonose, c'est-à-dire que ça se transmet d'un animal à l'homme et vice-versa. D'accord. Quel est le cas aujourd'hui au Togo? Qu'est-ce que vous avez constaté de cette maladie, de ce virus au Togo aujourd'hui? Oui, si nous parlons du Togo, on peut... ce qu'il faut noter, premièrement, c'est que ce virus a été détecté pour la première fois chez le singe dans les années 1958. Ah, mais c'est que ça remonte. Alors, oui, super, dans les années 1970, ça a été identifié chez un être humain, chez un homme, en RDC, au Congo. Et puis, la maladie apparaissait de façon sporadique, mais c'est en 2022 vraiment que le monde entier a connu une recrudescence de cette maladie. Et en 2024, dans le monde entier, on a pu enregistrer 17 741 cas avec 517 décès. Wow. Et donc, dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors, le Togo était entre griffes épargné, mais depuis le 16 mai 2025, nous avons confirmé notre premier cas, ou bien notifié notre premier cas de Mpox. Et aujourd'hui, le nombre de cas a évolué. Puisque, premièrement, le premier cas, c'était dans le district du Golfe. Et après, on a eu d'autres cas dans ce district. Et le district d'Agoué aussi a notifié des cas. Actuellement, on a en tout cas un cas dans la région maritime, plus précisément dans les lacs. Et donc, ça commence à se déployer un peu partout. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un seul cas de Mpox déclare le pays en épidémie. En état d'alerte. Voilà, c'est ça. Donc, on peut compter plus de 3, 4, 5 cas déjà au-delà de 5 cas. Waouh! Quels sont les principaux symptômes qui doivent éveiller notre attention sur la maladie? La toute première manifestation, c'est la fièvre. Il y a la fièvre. Ensuite, les douleurs musculaires. Une fatigue intense. Les maux de tête. On peut avoir des douleurs à la gorge. Des ganglions peuvent apparaître sur le corps. On les appelle les adénopathies. Et puis, survient une phase éruptive qui constitue une éruption cutanée qui est une manifestation pathognomonique ou bien caractéristique de la maladie. Et donc, cette éruption apparaît 1 à 3 jours après l'apparition de la fièvre, du premier signe, et elle est caractérisée par des éruptions diffuses, généralisées sur le corps, le visage, la paume des mains, les plantes des pieds, les membres, le tronc, ça prend tout le corps, les parties génitales aussi. Oh là là. Donc, vraiment, c'est vrai que quand je parle d'éruption, pour le commun du mortel, nous parlons de boutons. Oui. Boutons, voilà. Donc, si on constate ces boutons généralisés, ça peut être seulement au niveau du visage, une partie du corps. Ça donne déjà l'alerte pour que vraiment la personne consulte ou bien qu'on nous alerte pour que nous puissions investiguer le cas et voir s'il s'agit de Mpox ou pas. Est-ce que l'un des symptômes que vous venez de citer, non associés à l'autre, voudra aussi dire qu'on a des présentations de signes, enfin des signes cliniques du Mpox? C'est-à-dire rien que les éruptions sans la fièvre et le reste? Tout à fait. Dès qu'il y a éruption, parce que actuellement, quand on a une épidémie, on ratisse large. D'accord.
pour ne pas vraiment passer à côté, juste des éruptions, c'est des alertes. La fièvre pourrait passer inaperçue. Ok. Puisqu'on est habitué. La fièvre, on est habitué à la fièvre. Quand on sent juste, on prend du paracétamol, on prend quelque chose et puis ça passe. Donc, une fois qu'on a des éruptions, on peut consulter. Quand on a des douleurs intenses, la fièvre, on se sent fatigué, c'est des signes d'alerte. Donc, l'éruption, comme je l'ai dit, l'éruption constitue les signes, en tout cas pathognomoniques ou bien caractéristiques de la maladie. Et ces éruptions surviennent après les premiers symptômes qu'on a cités. C'est-à-dire la fièvre, le mal de gorge, des douleurs musculaires. Ça. Donc ça veut dire qu'avoir la maladie signifie forcément avoir des éruptions. On pourrait avoir la maladie sans avoir des éruptions, c'est possible? Non. Puisque l'éruption constitue un signe particulier. D'accord. Voilà. Ces éruptions, docteur, est-ce que ça présente des pus? Comment est-ce que ça se présente exactement pour différencier ça peut-être d'une autre pathologie? Voilà. Voilà. Donc, c'est des éruptions vésiculeuses. Vésiculeuse, c'est-à-dire il y a du liquide à l'intérieur. Voilà. Ça peut être des éruptions pustuleuses. Pustuleuse, c'est qu'il y a du liquide, mais trouble. Le liquide est un peu trouble. Ça veut dire que c'est infecté. Ça peut être des papules. Les papules, c'est que le bouton est là, mais il n'y a pas de liquide dedans. Ce qui fait que, et je l'ai dit tantôt, c'est mieux de ratisser large, puisque ce qui est intéressant, en tout cas, il y a au moins quelques cas qui ont transité par les tradithérapeutes. Et ils parlaient de varicelle ou bien de Annibanou, je ne sais pas de quoi il s'agit. Annibanou, et puis ce sont des papules. Voilà, et donc ils ont administré des potions, des décoctions sur les plaies. Ils ont même scarifié les plaies. Et donc, ou bien des lésions, ce qui aggrave même la situation, expose même ces guérisseurs à cette maladie. Oui, puisqu'il y a la transmission. Voilà. Donc, comme vous l'aviez dit, le commun du mortel parle de boutons. Mais il y a des pustules, comme je l'ai dit, liquides à l'intérieur du bouton, mais troubles. Vésicule, liquide à l'intérieur du bouton, mais clair. Papule, c'est que le bouton est là, mais il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de contenant. Voilà. Donc, déjà, avec ça, ça peut orienter le patient vers un centre de santé le plus proche. Quel centre de santé? Les CMS, ou il y a un centre particulier vers lequel on doit s'adresser lorsqu'on sent ces symptômes-là? Tous les centres de santé de voisinage peuvent être sollicités, puisque actuellement, nous avons érigé des équipes d'intervention rapide à proximité de chaque formation sanitaire. OK. Et qui connaissent la définition des cas. Et donc, dans n'importe quel centre que la personne consulte, il y aura en tout cas un personnel qui va l'examiner, faire la suspicion du cas, et puis l'essentiel c'est de prélever d'abord, de prélever pour envoyer au laboratoire et attendre la confirmation. Donc n'importe quel centre peut être sollicité pour ce... En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le personnel soignant est averti. Tout le personnel soignant est aguerri. D'accord. En tout cas, par rapport à cette pathologie. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir comment se transmet le Mpox? Le Mpox se transmet par les contacts directs, à travers la peau. En touchant la personne? Simplement. Le contact physique? Contact physique. Contact physique, en touchant, ou quand la lésion, quand vous êtes en contact de la lésion de la personne, vous pouvez être exposé à la maladie. Comment est-ce qu'on se protège face à un cas d'Mpox alors? C'est-à-dire une personne qui présente des symptômes et qu'on soupçonne, on ne l'a pas encore confirmé, mais on ne voudrait quand même pas être contaminé. Qu'est-ce qu'on fait face à cette personne-là? Si vous permettez, on va peut-être parler du mot de transmission, puis on va revenir. Il n'y a même pas de par souci. rapport Excusez-moi, je vais un peu trop vite. D'accord. Donc, il y a le contact étroit ou direct à travers la peau, les muqueuses. Ces muqueuses peuvent être buccales, anales ou génitales. Ça peut se transmettre aussi par les gouttelettes
quand la personne qui est infectée tousse, éternue, ou bien parle, la salive. Ça peut se transmettre par les rapports sexuels. Il y a la voie sexuelle qui constitue un mode de transmission. En utilisant ou bien partageant les mêmes linges ou literie avec une personne infectée, ou en manipulant les animaux qui sont infectés, surtout les animaux sauvages. On l'avait dit au départ que c'était le singe, mais cette maladie peut être, en tout cas ce virus peut être hébergé par d'autres animaux comme les rongeurs. Les animaux domestiques aussi? Bon, domestiques, en tout cas c'est un virus qui circule, mais pour le moment c'est les rongeurs et les singes qui sont quand même les réservoirs par prédilection. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un virus qui circule. Pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de recul sur les animaux domestiques, mais quand même, ce qui est conseillé et qui se trouve même dans le communiqué du gouvernement, c'est que pour les animaux domestiques, il faut que les viandes soient suffisamment cuites avant la consommation. Mais pour les animaux sauvages, il faut vraiment éviter en attendant. Comme lorsque l'on a appris pour le Covid, on a carrément banni les viandes de brousse. Je pense que ce serait l'idéal en ce cas aussi. L'idéal. Covid, Ebola, c'était... Voilà. Et donc, comment prévenir? C'est l'éviction des contacts. Comme vous l'aviez dit, quelqu'un qui manifeste la maladie. Surtout que cette maladie, vous voyez, nous connaissions la variole humaine. Voilà, c'est pratiquement les mêmes choses, sauf qu'au niveau de la variole humaine, la variole humaine est plus grave et plus contagieuse que ce que nous observons. D'accord. Donc c'est juste la différence, puisque pratiquement les virus sont un peu similaires. Et donc, c'est la même chose. Donc une personne qui a des boutons sur le corps, on ne dit pas qu'elle est en train de faire la maladie, mais il faut vraiment respecter la distance pour éviter le contact. D'accord. Maintenant, la voie sexuelle étant aussi documentée, il faut, comme on le dit, il faut se protéger. Se protéger. Pour les rapports sexuels, avant de prendre les rapports sexuels, il faut se protéger. Bon, donc, maintenant, éviter d'être, en tout cas, de manipuler les animaux sauvages, comme on l'a dit. Surtout les animaux sauvages, puisqu'on ne sait pas. Un animal peut être malade, mais nous, ne présente aucun symptôme. Voilà. Et donc, il faut vraiment éviter en tout cas, le contact avec ces animaux en tout cas, pendant cette période d'épidémie, puisque on met tout en branle pour éviter. L'essentiel, c'est qu'on arrive à bout de cette épidémie et puis bon, voilà, la vie sera encore rose, quoi, c'est ça. Alors, une question pour vous, est-ce qu'une personne en période d'incubation peut transmettre la maladie? Ça rejoint un peu la question qu'on nous avait posée entre-temps, ça y est, le cas des porteurs sains, c'est ça, non? Oui. Voilà, c'est ça. Je pourrais vous dire que c'est rare, c'est 1% des cas, c'est très rare. Donc, les documentations sont encore en cours, mais c'est très, très rare. Donc, c'est environ 1% des cas. D'accord. Voilà. Je pense que cette campagne de sensibilisation va beaucoup plus à l'endroit de ceux-là qui vont en brousse, ceux-là qui font des escapades dans les milieux un peu reculés. Je vais pas parler des périphéries, parce que quand on va trop en brousse, on ne sait pas à quoi s'attendre aussi, n'est-ce pas, docteur? Oui, madame, comme je l'ai dit, par le passé, ou bien jadis c'était le singe, mais une fois que le virus rentre dans l'espèce humaine, la transmission se fait d'une personne à une autre. D'accord. Ok. Donc actuellement, le virus est dans l'espèce humaine déjà. Okay. Donc ce n'est plus ceux qui vont en brousse, mais c'est nous. C'est nous. Entre la population Entre la population. D'accord. Voilà. Donc ça se transmet d'un individu à un autre. Vu que le virus existe depuis un moment déjà, je pense qu'il doit y avoir un vaccin.
Oui, le vaccin existe. Le vaccin existe, mais ce vaccin est administré avec une particularité, c'est-à-dire que quand parmi les contacts, puisque s'il y a quelqu'un qui est contaminé ou bien qui manifeste la maladie, nous identifions les contacts autour. C'est-à-dire tous ceux qui sont en contact, qui ont partagé les linges, les draps avec la personne, on les identifie et on les suit sur la période d'incubation. D'accord. Qui est maximum 21 jours. Waouh! Donc, ça fait beaucoup. Hein? Ça fait beaucoup. Et donc, pendant cette période, on essaie de regarder si ces contacts vont manifester un signe ou pas. Voilà. Et donc... Il n'existe pas un moyen de dépistage de la maladie? Non. Non. J'en viens. D'accord. Et donc, quand on voit qu'il y a un contact qui est plus exposé, ou bien les contacts qui sont plus exposés, c'est à eux que le vaccin est administré. Ça y est, c'est en prophylaxie. Quand on voit qu'il y a plus de risques, on fait ces vaccins en prophylaxie pour éviter qu'ils n'arrivent à développer la maladie. Voilà. Maintenant, vous venez de dire que... est-ce qu'il n'y a pas de moyen de dépistage? Dépistage. Vous savez, nous sommes en santé publique. Et avant que on ne fasse le test, il faut que la personne développe des signes en faveur. Et, par exemple, nous prenons le paludisme. On ne peut pas se lever et dire que bon, je vais aller faire le test de palud. Il faut que je sente au moins quelques signes du paludisme d'abord, avant d'aller faire le dépistage. Sinon, on fera du gâchis. Bien sûr, voilà. Je comprends aisément. Alors, cela voudra dire que seulement les signes cliniques dont vous avez parlé, je rappelle un peu, la fièvre, le mal de gorge, les boutons, les éruptions cutanées ou encore les douleurs musculaires, la fatigue. Voilà, doivent nous alerter. Voilà, c'est ça. C'est très important de tenir compte de ces symptômes, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. On parle de Mpox, une maladie virale connue également sous le nom de variole de singe, dont le docteur Midokpo nous fait les détails ce matin. Alors, les structures sanitaires, docteur, est-ce qu'elles sont préparées en cas d'éventuelle épidémie dans une zone? Nous avons appris beaucoup de la pandémie de Covid. Et donc, depuis même la gestion de Covid, c'était quand même dit que chaque centre puisse trouver une salle d'isolement, juste pour les transferts. Par exemple, s'il y a une suspicion de cas, au moins, il y a une salle d'isolement dans laquelle on garde le cas suspect, on fait le prélèvement en attendant la confirmation. Maintenant, si le cas est confirmé, on fait le transfèrement ou bien le référencement vers le centre de prise en charge. Et c'est un processus que nous mettons en branle avec l'ambulance qui doit aller et tout, pour que rapidement, quand on prend le malade, on puisse l'amener directement dans le centre de prise en charge. Actuellement, nous en avons 2 à Lomé, et puis il y a un autre centre à Aného, comme je l'ai dit, qui a un cas aussi à Aného. Voilà. La maladie vraiment virale, la variole du singe dont nous parlons ce matin. Docteur, j'ai envie de poser une question peut-être un peu bébête, mais est-ce que les femmes ou les hommes sont plus à même d'attraper la maladie? Il n'y a pas de question bête. Tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé, mais il y a des groupes, en tout cas, il y a une vulnérabilité. Je ne veux pas rentrer dans les groupes cibles pour éviter la discrimination, tout ça là. Je ne veux pas rentrer dans les groupes cibles, mais il y a une vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est chez les enfants, les femmes enceintes et vraiment les personnes dont l'immunité est faible. Je parle de façon générale. L'immunité, bon, un diabétique peut avoir une immunité faible. Donc, je parle de façon générale. Donc, voilà. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, c'est que pour des maladies virales, c'est d'abord l'immunité.
C'est pour cela d'ailleurs, quand on a une bonne immunité, quand on fait la varicelle, on peut contenir cela. Oui, voilà. Oui. Donc, voilà. Délivrance, une autre question pour le médecin. J'aimerais savoir, lorsque le malade arrive, lorsqu'il est confirmé qu'il a la maladie, il a Mpox, quels sont les premiers traitements que vous donnez à cette personne arrivée à l'hôpital, je veux dire, dans les centres? Oui. Au départ, c'est une maladie virale. Oui. Et donc, c'est pourquoi on met l'accent plus sur la prévention. Parce qu'une fois qu'une maladie virale se déclenche, le traitement est plus symptomatique. Il faut l'accompagner pour éviter des complications. Il faut l'accompagner pour qu'on puisse booster son immunité, pour que la personne puisse guérir rapidement. D'accord. Et donc, tout ça, là, ça rentre dans le protocole. Il y a un protocole que nous mettons en place oui, pour vraiment accompagner le patient à guérir rapidement de ses lésions, de ses symptômes et tout et tout. Normalement, si tout va bien, dans 2 semaines, 4 semaines, maxi, la personne est rétablie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Ça voudra dire que forcément, vous avez de ces symptômes, il faut aller dans un centre de santé. Il ne faut pas attendre à la maison de soi-même booster son immunité ou encore de se dire non, j'ai du paracétamol, j'ai de la vitamine C ou encore je ne sais quel médicament. Il faut forcément se diriger vers un centre de santé pour éviter la prolifération d'abord de la maladie et ensuite éviter que ça se complique pour vous. Alors, les personnes infectées doivent être isolées. Bon, c'est vrai que lorsqu'on vous fait appel, vous évacuez directement. Mais dans une maison, est-ce qu'on doit isoler la personne avant de faire appel peut-être au centre de santé ou pas besoin? C'est ce qui est idéal. Mais nous connaissons nos ménages. On vit tous ensemble. On vit tous ensemble. On partage tout. Et tout. Et donc, c'est l'éviction ou bien, c'est pas éviter le contact étroit avec ces malades. Peut-être porter des gants pour lui apporter de Non, l'eau. pas nécessairement, mais tout faire pour ne pas être en contact étroit avec la personne en attendant que l'équipe médicale ne vienne. Alors, puisque à la maison, c'est un peu difficile. D'abord, sur le plan psychosocial, quelqu'un qui est avec vous, vous êtes ensemble et du coup, vous commencez par vous éloigner de la personne. Surtout quand c'est un enfant, j'imagine. Surtout si c'est un enfant. Donc, on ne peut pas l'isoler puisque nous connaissons nos ménages, mais c'est de tout faire pour éviter le contact avec cette personne. Et puis, rapidement, diligenter le patient ou bien appeler l'équipe pour qu'on puisse vraiment prendre les dispositions et l'isoler pour éviter la propagation de la maladie. Dans le même sens, existe-t-il des mesures barrières, comme on l'avait appris lors de Covid, à mettre en place en ce moment? Parce que lorsque vous sortez un peu partout aujourd'hui à Lomé, tout le monde tousse un peu, tout le monde a quand même un peu de grippe et tout. Est-ce qu'il y a des mesures barrières à adopter, docteur? Bon, les mesures d'éviction dont nous parlions, nous avons parlé d'éviter le contact, de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Ça revient. Les bases. Maintenant, les masques, c'est un peu relatif. C'est un peu relatif puisque nous, quand on doit aller examiner le patient, nous prenons nos dispositions. Voilà. Maintenant, à la maison, si quelqu'un développe les signes, on peut, à la rigueur, se protéger. D'accord. Mais quand nous sommes là ensemble, comme au cas de Covid, où les bavettes sont un peu partout, moi je me dis, l'histoire de Covid nous a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que le syndrome grippal existe, comme vous le dites. Oui. Les gens toussent un peu partout. Pour sa propre protection, on peut porter le masque quand on est avec quelqu'un qui tousse. Vous voyez? C'est-à-dire que, à tout hasard, on peut le faire. Vous allez voir même que quand on prend cette culture, cette éducation, ça diminue beaucoup les syndromes grippaux que nous avons dans notre communauté. Oui. Et donc, mesures barrières formelles, un peu relatives, comme je l'ai dit, quand quelqu'un développe les symptômes, avant de l'approcher, on prend les dispositions. Et dans cette disposition, la distanciation avec la personne. Dans ça, on peut porter le masque si on voit que la personne est en train de tousser.
Voilà. En tout cas, il ne s'agit pas de discriminer la personne, comme l'a dit le médecin à l'instant, parce qu'une personne, dans ce cas, qui est encore discriminée, ça voudra dire qu'il souffre 2 fois plus. Hein, vous voyez un tout petit peu. Alors, quel doit être le rôle des médias pour contribuer à informer la population sans la paniquer? Voilà. Je pense que vous êtes en train de le faire déjà. Et c'est d'apporter l'information à la population. Puisque aujourd'hui, des gens se posent la question, est-ce que ça existe vraiment? Ah oui. Et quand on fait un peu le sondage même, il y a certains qui ne savent même pas que... Qui n'ont jamais écouté même parler du Mpox. Et il y a certains même qui ne savent pas que le Togo est en épidémie. Même à Lomé, hein, j'ai écouté des gens qui disent, bon, on est dans quelle épidémie, c'est quoi. Donc c'est là où intervient vraiment le rôle majeur des médias, pour au moins apporter l'information, mais au même moment rassurer la population. Rassurer, c'est vrai que c'est une maladie virale, c'est une maladie grave, contagieuse, mais on peut l'éviter en respectant toutes les mesures dont nous avons parlé et en se rendant le plus tôt possible à l'hôpital dès qu'on a les tout premiers symptômes ou bien les toutes premières manifestations. Et la létalité quand même, elle est moindre par rapport à la variole humaine. Donc la létalité est autour de 10%. Il n'y a pas besoin de trop paniquer. La létalité est autour de 10%. Et ça survient dans les complications. C'est pourquoi on dit qu'il faut éviter la survenance des complications. Donc si on prend en charge précocement le patient n'évolue pas vers les complications. Et c'est dans ces complications que le décès peut survenir. J'ai envie de dire, n'attendez même pas d'avoir jusqu'aux éruptions cutanées avant de vous rendre dans un centre de santé. Du moment où vous sentez de la fièvre, de la fatigue musculaire, de la fatigue générale et ajoutez peut-être à un état grippal, allez vous faire consulter. Les médecins décideront s'il faut vous orienter vers un centre de soins ou s'il faut juste soigner la grippe ou encore la maladie dont vous souffrez. Je vais parler un peu d'automédication. C'est vrai que ça ne rentre pas forcément dans le cas du Mpox, mais aujourd'hui, beaucoup s'adonnent à l'automédication tellement que on arrive au cas extrême avant d'aller dans les centres de santé, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est un peu dommageable. Oui. C'est un peu dommageable. Et en tout cas, ce qu'on pourrait dire à la population, c'est que l'automédication est très nuisible pour la santé. Voilà. Toutes les maladies ont des symptômes, en tout cas, plusieurs maladies ont des symptômes similaires, mais ne sont pas les mêmes maladies. Oui. Parce que celui-ci a ressenti ceci, on lui a conseillé ceci. C'est pour cela que quand je manifeste quelques signes, je dois aller acheter le médicament. Ou carrément, je sens juste une fièvre ou bien un syndrome grippal et puis je dis bon ok, je vais sur le marché, j'achète quelque chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ça a des conséquences néfastes sur la santé. Voilà. À proscrire donc l'automédication dans ces cas où nous sommes dans un état d'alerte. Donc pas besoin de gâcher encore plus les choses. Rendez-vous tout simplement dans un centre de santé. Alors le rôle des médias, ok, mais le rôle des leaders communautaires peuvent également jouer quelque chose, être important dans ces cas-ci, n'est-ce pas, docteur? Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, puisque les leaders, c'est eux qui détiennent vraiment qui tiennent le bâton. Et donc, quand ils parlent à leur communauté ou bien à leur population, ils écoutent. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même à l'entame même de notre sensibilisation, nous avions commencé avec le préfet, les maires, les chefs traditionnels. Après, nous avons réuni les praticiens de la médecine traditionnelle. Ah oui. Et c'est après ça que nous sommes rentrés maintenant dans la communauté. Aujourd'hui même, on a eu une rencontre avec tous les conducteurs, en tout cas les syndicats des conducteurs de moto, de taxi, puisque c'est eux qui transportent. C'est une véritable cible aussi. C'est eux qui transportent vraiment les malades. Exactement. Et donc, on va aussi en parler pour que vraiment
chacun de son côté puisse vraiment jouer sa partition. Oui. Voilà. Donc, vous avez parfaitement raison. Le rôle des leaders communautaires. Et nous sommes dedans et je pense qu'ils ont compris et ils sont en train de nous aider aussi. Par exemple, cette réunion dont je vous parle, qu'on va tenir dans quelques heures, ce matin, c'est la mairie Golfe, en tout cas la commune Golfe 4 qui a facilité cette rencontre. C'est eux qui les ont convoqués pour que nous puissions vraiment les rencontrer. Il y a même une caravane, en tout cas, pour coupler à la journée nationale de sport le samedi prochain, que la commune Golfe 1 aussi a organisé pour que nous puissions venir parler, sensibiliser les gens. Donc, ils sont là, c'est eux qui facilitent vraiment l'accès à la population et je profite de cette occasion pour leur dire un sincère merci. La bataille est pour nous tous et ensemble, nous allons accorder nos violons pour que nous puissions vraiment endiguer cette épidémie. En tout cas, c'est très important, surtout de limiter la propagation de cette maladie qui est contagieuse. Hier, c'était la Covid. Aujourd'hui, c'est la variole du singe. Je pense que façon dont on a pu contrer la Covid, on peut également contrer la variole du singe. Ça passe donc par tout ce que nous disons ici, la sensibilisation de bouche à oreille. Lorsque vous apprenez quelque chose, partagez avec votre entourage. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il y a beaucoup qui ignorent encore l'existence de la maladie. La sensibilisation, je pense, doit être faite en langue aussi, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas forcément le français et qui écoutent dire mais ne savent pas ce dont on parle. Exact. Oui, donc je pense que ça doit être également fait en langue, en mina, en kabye, dans toutes les langues que nous avons pour permettre à toute la population quand même d'être avertie. Alors, est-ce que vous faites des sensibilisations au niveau des écoles? Oui, nous avons commencé ces sensibilisations depuis la semaine passée et c'est en cours en tout cas. Je pense qu'il faut une descente dans les églises aussi, Ah oui, parce que c'est là qu'on trouve beaucoup plus de femmes, d'enfants. Tout à fait. Nous avons fait un calendrier là-dessus. D'accord. Et ça va arriver. Alors, ce matin, la rencontre avec les syndicats de conducteurs de taxi, moto et taxi se fera où? Dans l'enceinte de la commune Golfe 4. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'enceinte de la commune Golfe 4, comment est-ce qu'ils peuvent s'y diriger? On va faire la localisation à la togolaise. C'est dans quelle zone exactement? Non, c'est dans le quartier Nyekonakwe. Donc, en tout cas, quand vous arrivez... Au niveau de la mairie de Nyekonakwe. D'accord. Vous pouvez vous renseigner. La mairie de Nyekonakwe n'est pas dans un coin perdu. Demandez à tout le monde. On vous montrera. Pour ceux qui sont intéressés par le message qui va être passé là-bas, je pense que c'est un bon rendez-vous à prendre. Alors, docteur, on a un peu fait le tour de la question ce matin. On va juste rappeler les symptômes. Que faire pour ne pas être contaminé lorsqu'on ressent cette maladie auprès de quelqu'un? Merci. Mpox, maladie virale très contagieuse qui se transmet d'un individu à un autre une fois dans l'espèce humaine par le contact étroit à travers la peau, les muqueuses, ça peut être la muqueuse buccale, anale, génitale, ça peut se transmettre par les gouttelettes, ça peut se transmettre par la voie sexuelle ou le partage des linges, la literie, des draps avec une personne malade. Ça peut se transmettre par la manipulation, la consommation des animaux infectés ou des viandes non suffisamment cuites. Comment devons-nous faire pour prévenir cette maladie? C'est l'éviction des contacts étroits avec toute personne ou tout animal sauvage. Toute personne faisant la maladie ou bien infectée. Et se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Et se rendre rapidement ou le plus tôt possible dans un centre de santé le plus proche dès qu'on sent les tout premiers signes. Voilà ce qu'on pourra noter sur la variole du singe qui fait ravage en ce moment. Combien de cas détectés? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre exact, docteur? Sinon approximatif?
En tout cas, je vous disais tantôt qu'on est au-delà de 5. Et donc, un seul cas déclare le pays en épidémie. D'accord. Donc, on est déjà en épidémie. Parce que 5 cas, j'imagine que sa famille est composée de... la famille d'un cas est composée de 9 personnes. Donc, vous imaginez 1 plus 9, plus les 5. Donc, vous imaginez déjà ce que ça peut être. Voilà, nous alertons justement pour savoir quoi faire. C'est pas pour paniquer la population, pour vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi lorsque vous êtes présent, lorsque vous êtes en présence de ce cas de maladie, vous devez savoir quoi faire pour d'abord éviter la transmission et ensuite prévenir de nouveaux cas. Nous sommes ce matin avec Dr Midoko, directeur préfectoral du Golfe. Nous rendons comme ça vers la fin de l'émission. Délivrance, une autre question à l'endroit du médecin? Non, pas une question, mais je trouve que c'est important que les gens sachent que ce n'est pas une question de développer une psychose. Parce que quand vous allez, par exemple, au marché, après avoir écouté cette émission, et que vous tombez sur quelqu'un qui fait peut-être une allergie au gluten, ou je ne sais pas, qui a des boutons sur le corps, ce n'est pas la peine de paniquer. C'est pas la peine de paniquer. Essayez juste de vous tenir à distance de cette personne parce qu'on ne sait jamais. Et puis peut-être que la personne n'a pas l'information. Vous pourrez peut-être trouver un petit moyen de lui glisser l'information pour qu'elle aille vers les professionnels pour une prise en charge adaptée. Merci. D'accord. Alors, il y a Délivrance qui avait partagé quelque chose avec moi. On va lire rapidement. Un ami m'a dit être tombé sur un document publié en mars 2025 par le gouvernement canadien qui dit que le traitement des symptômes de la Mpox comprend principalement le soin des plaies, la prise en charge de la douleur, et le traitement des surinfections bactériennes. Qu'est-ce que vous direz à cela, docteur? C'est tout à fait exactement ça. C'est pourquoi je parlais d'ailleurs de l'accompagnement du patient. Quand il y a plaie, on guérit la plaie pour qu'il n'y ait pas d'infection. Quand il y a douleur, on résout le problème de douleur, ainsi de suite. Donc c'est ça. Et si quelqu'un se dit, je peux le faire chez moi parce que ça n'a pas l'air très compliqué? La personne n'a pas cette compétence. D'accord. Sachez que vous n'avez pas cette compétence. En tout cas, le dispositif est mis en place pour éviter la prolifération de la maladie, pour éviter aussi d'avoir plusieurs autres cas, qu'on s'en tienne à ces 5 cas, s'il vous plaît, respectez tout ce qui a été dit. Et surtout, rapidement, n'hésitez pas à aller dans les centres de santé, même si vous n'avez pas les moyens. Si ce n'est pas la maladie, là, on saura quoi faire. Mais si c'est la maladie, on vous prend en charge. Si j'ai bien compris ce que le médecin a développé ce matin, on vous prend en charge totalement jusqu'à la guérison. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous vous rendez dans un centre de santé et que vous ne souffrez pas de Mpox. Vous êtes libéré, vous rentrez chez vous. Mais au cas où c'est la maladie, on vous prend en charge jusqu'à la guérison totale. Merci, docteur Midoko, d'avoir su nous expliquer en détail cette maladie. C'est moi qui vous remercie. On va vous recevoir ultérieurement pour parler encore d'autres maladies. Tout à fait, si avec plaisir. En tout cas, avec plaisir. D'accord. Merci d'être passé sur le plateau de la balade matinale. Merci à vous aussi. Merci également à toi, Délivrance. Mais je t'en prie, Joanita. On va se retrouver vendredi. D'accord. Pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Marius qui a assuré la mise en onde technique de cette émission. Je suis Joanita Blabotry. Excellente journée de mercredi à tous et à chacun. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.